Amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes à la mairie de Papeete, au sein des Assises du commerce, pour réfléchir ensemble sur une lueur d'espoir pour les chefs d'entreprise inquiets. Entreprises en difficulté, des solutions existent. Pour réfléchir sur ce sujet thématique difficile, j'ai le plaisir de vous présenter Nelly Tumaay, directrice générale de Sofidep. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai à vos côtés Fanny Goss, qui est Manua Conseil, et vous pilotez des gestions d'entreprise. Tout à fait, bonjour. Je salue plus particulièrement tous les chefs d'entreprise. Je me tourne vers quelqu'un qui est chef d'entreprise. François Martinez-Sola, vous avez été en difficulté? Oui, et je suis là pour témoigner de mes expériences. Et vous êtes toujours vivant? Apparemment. Et ça va mieux? Ça va mieux, oui. L'optimisme revient. Et j'ai gardé pour la bonne bouche Bernard Fouqueret. Vous êtes président du tribunal mixte de commerce. Tout à fait, et j'espère pouvoir faire quelque chose pour M. Martinez-Sola. Je vais vous expliquer tout ça. Très bien. Eh bien, on va commencer par vous. Racontez-nous. Alors, comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez compris que vous étiez en difficulté? En fait, donc, nous sommes une entreprise qui est complètement dans le secteur BTP. Donc, on distribue du matériel pour le BTP. Et déjà, depuis, on va dire, 2006, on a senti qu'avec les changements des gouvernements tous les 9 mois, etc., que la période était perturbée. Et donc, tout de suite, on a essayé de trouver des solutions de diversification pour, avec l'appréhension que ça va se casser la figure. Et donc, on a fait, dans un premier temps, plutôt des diversifications externes vers d'autres territoires plus dynamiques, vers des activités, on va dire, de location, parce qu'on se disait, bon, si les ventes se cassent la figure, la location devrait monter. Une question, vous avez combien de personnes? Alors, à cette époque, on était 34. D'accord, donc je comprends vos efforts. Voilà. Et donc, petit à petit, en fait, on a constaté que nos clients n'avaient plus de travail. Et donc, nos clients n'arrivaient plus à honorer nos dettes. Et en conséquence, de plus en plus, notre chiffre d'affaires se cassait la figure. Et donc, en tant que gestionnaire, bien sûr, on a fait le maximum de choses pour réduire la dimension de l'entreprise. Ensuite, on s'est retourné sur soi-même pour voir c'était quoi nos points forts et on a évacué tout ce qui était, on va dire, secondaire. On a essayé de se recentrer sur nos premiers métiers. Malheureusement, on a dû faire un plan social. Hein, Donc vous avez commencé d'abord, constat de baisse du chiffre d'affaires et de difficulté de votre secteur, donc qui laissait prévoir que c'était durable. Vous avez commencé par un plan social. Voilà, pas tout de suite. En fait, on a essayé, par les diversifications, de caser le maximum de gens. Et ensuite, bon, on a demandé à ceux qui voulaient bien changer de territoire de le faire. Malheureusement, il n'y a pas eu de candidat. Et donc, petit à petit, après, on a cherché, en fait, lorsqu'on se séparait des branches, d'essayer de recaser les gens avec. Et bien sûr, pour ma part, dès le début, j'ai dit, hop, notre secteur est sinistré, allez plutôt vers l'alimentaire, parce que là-dedans, les Tahitiens sont toujours gourmands, mangeront toujours, donc allez plutôt dans l'alimentaire, et j'ai réussi à recaser 2 de mes cadres supérieurs, justement, dans l'alimentation. Mais à partir de quel moment est-ce que vous avez dit, ça ne peut plus durer, même avec mes techniques, je suis obligé de passer vers les solutions qui existent aujourd'hui? C'est-à-dire que pour notre part, on pensait que la réduction d'activité serait de l'ordre de 50%. Et lorsqu'on est allé voir notre banquier principal et qu'on a commencé à exposer nos futures difficultés, c'est là qu'il nous a dit « Oh mon pauvre monsieur, vous êtes à côté de la plaque, c'est pas 50% de régime que vous allez avoir, c'est plutôt 75% de baisse de régime. » Vous voyez ? Oui. Et donc, malheureusement, c'est lui qui était plus dans le vrai que nous. Et donc, très vite, c'est en fait le commissaire aux comptes qui a fait ses procédures d'alerte. Et donc, il a fait une première alerte auprès du tribunal.
ensuite une deuxième alerte. Et à la troisième alerte, j'ai décidé donc d'aller voir le président Fouqueret pour exposer notre situation. Président, comment ça se passe concrètement? Eh bien, lorsqu'un chef d'entreprise éprouve des difficultés qui ne sont pas constitutives d'un état de cessation des paiements, il peut venir me voir et j'ai des outils juridiques à ma disposition pour essayer de pallier les difficultés de ces entreprises. Alors, cet outil juridique, essentiellement, c'est la procédure de règlement amiable. Alors, qu'est-ce que c'est que la procédure de règlement amiable? C'est une procédure judiciaire. Le judiciaire donne une garantie aux justiciables, aux débiteurs qui sollicitent l'intervention du président du tribunal de commerce. Cette procédure consiste essentiellement à désigner un conciliateur qui va, en concertation avec le débiteur et les créanciers, essayer de trouver des solutions en ce qui concerne le règlement du passif. Alors, je dois dire que je n'ai pas de budget pour aider l'entreprise. Non, ce n'est pas ça dont il s'agit. Mon moyen d'action, c'est les contrats qui sont passés en ce qui concerne l'appurement du passif entre le débiteur et ses créanciers. Alors, je traduis pour nos téléspectateurs. Oui. Appurement du passif, ça veut dire régler ses Voilà, fournisseurs. c'est le règlement des dettes de manière progressive en fonction des nouvelles données de trésorerie de l'entreprise qui connaît des difficultés. Voilà, Ouais. vous réunissez celui qui doit, Voilà, ceux à qui on doit de l'argent, voilà. et dialogue entre eux pour savoir Voilà. ce qui est possible Et ça, de faire. sous l'égide d'un conciliateur que je désigne pour chaque procédure que j'ouvre. Alors, il s'agit, pour le règlement amiable, d'une mesure qui est alternative à des procédures plus lourdes comme le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire. Cette procédure présente de grands avantages. D'abord, elle est basée sur le contrat, et les entreprises savent ce que sont les contrats. Et ensuite, elle est confidentielle, c'est-à-dire que seul le chef d'entreprise et ses créanciers, et le conciliateur et moi-même, savent ce qui se passe pour l'entreprise. Donc, il n'y a pas de préjudice d'image pour l'entreprise en ce qui concerne ces procédures. Tout ça se fait de manière transparente, mais n'est pas porté à la connaissance des clients et des partenaires ordinaires de l'entreprise. Le banquier est au courant? Forcément. Si le banquier a une créance, hélas, dans ce type de procédure, le banquier a souvent une créance. Et c'est souvent la cheville ouvrière qui va permettre de débloquer la situation par la négociation des prêts, l'allongement des délais de remboursement. Pour vous, la conciliation s'est passée comment? Comment est-ce que vous l'avez vécu en tant que chef d'entreprise? En fait, la conciliation, malheureusement, j'en ai pas tiré toute la substantifique moelle parce que, en fait, c'était nouveau pour moi. Et donc, c'est dur, c'est traumatisant, c'est... non, du tout. C'est la conciliation. Je dirais que c'est une étape souple de la Et procédure. l'accueil des gens qui vous entourent quand ils savent que vous faites ce que vous pouvez, mais que votre secteur est en difficulté, vous le vivez comment en tant qu'homme? Alors, c'est plutôt, c'est plutôt traumatisant en termes de famille, plutôt que vis-à-vis de l'extérieur, quoi, je dirais. C'est plus une remise en cause. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais pouvoir y arriver, etc. Mais pour ce qui est de la conciliation, le premier point, c'est que le président Fouqueret nomme un conciliateur pour venir aider le chef d'entreprise. Donc déjà ça, c'est un atout. Parce qu'en fait, lorsque vous avez des difficultés et que vous allez discuter avec vos banquiers, très vite, en fait, les banquiers, vous perdez un peu de votre substance devant les banquiers, parce qu'ils se méfient, etc. Et d'avoir un tiers qui a découvert l'entreprise et qui vient aider à parler aux banquiers, c'est quelque chose de formidable déjà à ce point-là. Donc vous conseillez à tous ceux qui ont ces difficultés de négociation de penser à cette procédure? Pour moi, c'est la seule procédure qu'il faudrait avoir, en fait, puisque plus tard, on parlera de la dernière, qui ne me plaît pas du tout. Et vous direz pas. Alors, qui est-ce que vous aviez nommé comme conciliateur, si ce n'est pas indiscret? Eh bien, cette personne, elle est là avec nous aujourd'hui. Il s'agit de Fanny Goss. Je dois dire que c'est elle qui a la plupart des missions de conciliation du tribunal en raison de ses éminentes qualités. Madame la conciliatrice, décrivez-nous votre rôle.
En fait, je commence par recevoir le chef d'entreprise. Donc, on fait un premier diagnostic ensemble. On remet un peu les choses à plat parce que les difficultés, il est depuis plus ou moins longtemps dedans. Donc, il a un peu le nez dans le guidon. Ça lui permet aussi de prendre un peu de recul par rapport à ça. Ensuite, on va définir ensemble l'origine des difficultés. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les arrêter, pour éviter l'hémorragie? Et ensuite, on va définir ensemble un périmètre de conciliation. Donc, avec qui on va aller discuter. Donc, il y a systématiquement les partenaires financiers, les banquiers, parce que même si l'entreprise est à jour dans ses lignes de découvert, il faut qu'elle soit maintenue pour la suite. Donc, s'il y a baisse de chiffre d'affaires, s'il y a difficulté, c'est la Polynésie, c'est le village. Donc, ça se sait un petit peu. Les banquiers ont des alertes par les fournisseurs ou par la dégradation de la cotation de la banque de l'IEM, pardon. Donc, on va les associer en leur demandant à minima de maintenir les lignes de découvert pour pouvoir faire aux échéances. Ils vous écoutent? Disons que l'avantage du règlement amiable, c'est que c'est sous l'égide du président du tribunal du commerce. Donc, la crainte des banquiers d'être mis en cause pour soutien abusif à société en difficulté est déjà écartée. J'ai moi-même travaillé longtemps dans la banque. Donc, j'ai un passé bancaire de 15 ans en crédit aux entreprises, en mise en place d'outils de suivi des risques des entreprises. Donc, je pense que j'ai une crédibilité. On parle à peu près le même langage. Donc, ils savent que ce que je leur propose, ça devrait tenir la route. Et puis, ils ont un interlocuteur en face d'eux qui est déconnecté de l'entreprise. Je suis supposée être neutre. Je n'ai pas de liens commerciaux, familiaux. J'ai aucun lien avec le chef d'entreprise. Donc, il y a cette neutralité, cette indépendance, ce regard extérieur et puis cette vision d'ensemble. Très bien. Donc, vous recherchiez de nouveaux financements? En fait, d'abord, on essaye de préserver ce qu'on a. Et bien sûr, lorsque la voilure, disons la vitesse est à réduire, donc il faut serrer la voilure. Donc les banquiers, bien sûr, serrent leur concours. Mais dans une procédure de conciliation, ils se doivent de les conserver effectivement le temps que l'entreprise trouve son plan. Pour cette partie, donc effectivement, le rôle du conciliateur, comme je vous disais, c'est très important. Par contre, au niveau fournisseur, pour notre part, c'était plutôt des fournisseurs étrangers. Donc, nous avons dû mener les négociations de notre côté, en fait. Et donc, le conciliateur, par contre, aide bien pour tout ce qui est fournisseurs locaux, bien sûr. Et est-ce que... Ça va dépendre de la qualité que le chef d'entreprise a avec ses fournisseurs. Quand ce sont des fournisseurs de longue date, avec des relations privilégiées, je lui conseille de faire l'information auprès de son fournisseur, lui en premier. Et j'interviens derrière. Donc ça va dépendre un petit peu de la qualité des relations. Si les relations sont vraiment dégradées, j'interviendrai moi pour expliquer ce que c'est. Mais je pense que l'information arrive, que ce soit auprès des banquiers ou auprès des fournisseurs directement par le patron, c'est un bon geste. Ça lui conserve son image de patron. Voilà, tout à fait. Monsieur le patron, est-ce que vous avez cherché à avoir des financements Sofidep? Alors, antérieurement, avant d'être dans cette situation, en fait, j'ai recherché tous les financements possibles, que ce soit Sofidep ou même l'AFD, avec les dispositifs pour la trésorerie, de recomposition des capitaux propres aussi. Oui. Alors, pour la petite histoire, à l'AFD, lorsque j'ai appelé, mais mon pauvre monsieur, on ne nous appelle jamais, nous, on n'est pas des barbouzes, mais on n'a pas le droit de nous contacter directement. Vous devez passer par votre banquier, et c'est votre banquier qui nous fait la démarche. Ça a été la première chose. Et antérieurement à Madame Toumaï, en fait, lorsque j'avais fait ma démarche au niveau de la Sofidep, c'était la même chose. Vous faites partie d'un groupe, débrouillez-vous dans le groupe, quoi. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire votre rôle et nous expliquer pourquoi vous l'aviez refusé? Alors, notre société est une société qui est au service de l'économie, puisque notre actionnariat est majoritairement public. Donc, la vocation première de la Sofidep, c'est pour la reconversion économique des entreprises et également pour la relance. Lorsque les difficultés apparaissent dans les entreprises, donc soit l'entreprise peut nous saisir directement ou le conciliateur. Et nous, on a un dispositif qui permet de maintenir l'entreprise parce qu'elle a des besoins de trésorerie
hein. Elle a ses fournisseurs à payer, elle a ses salariés à payer, et puis elle a des délais paiement clients qui s'allongent. Donc on intervient en besoin de trésorerie ou parce qu'elle a besoin aussi pour maintenir la qualité de ses prestations, de renouveler son matériel, d'investir. Donc là aussi, la trésorerie fait défaut et donc on intervient face à ces difficultés-là. En revanche, on demande, pour justifier la difficulté, pour que notre intervention soit effective, de coupler par un plan d'échelonnement de dette fiscale ou de dette sociale ou de dette bancaire. D'accord. Donc, vous recherchez en quelque sorte, vous êtes un distributeur d'argent public qui cherche à ne pas gaspiller cet argent public et vous avez des objectifs très précis dans la distribution. Voilà, c'est assez bien résumé, hein, puisqu'on est un outil pour l'économie et effectivement, leur contexte économique difficile, nous intervenons en prêt participatif, non pas en crédit, en prêt participatif auprès des entreprises qui ont ces difficultés. Juste 2 mots pour nos téléspectateurs, la différence entre prêt participatif et crédit. Alors, les prêts participatifs, ce sont ce qu'on appelle des prêts de dernier rang, hein, et ce sont des quasi-fonds propres. Alors, vous alignez en rang d'oignon les créanciers, avec ceux qui sont privilégiés, et puis il y a ceux de dernier rang. Voilà, nous, on passe en dernier hein, quand on doit faire l'état des déclarations de créances. Et quand, dans la structure du bilan des entreprises, on est considéré comme des quasi-fonds propres. Hein. Donc, ce qui fait qu'on intervient vraiment aux côtés comme aussi pratiquement partenaire de l'entreprise lorsqu'on fait... Vous n'avez pas trop de demandes en ce moment ? En demande remarquable, si on a des demandes, surtout sur ce dispositif-là, à la relance, hein, puisque nous intervenons pour la création, le développement, mais en intervention remarquable, on est pas mal sollicité sur notre dispositif à la relance. Donc, si j'ai bien compris, il faut avoir des difficultés, mais aussi un plan. Alors, oui, le plan, après, nous l'analysons. Hein, nous l'analysons. Bien évidemment, lorsqu'on est saisi par un conciliateur, là, on fait état. Il nous sollicite pour savoir si, bien sûr, l'entreprise elle a des créances auprès de chez nous. Et puis après, le conciliateur revient nous voir pour un besoin pour l'entreprise. Alors, Fanny, est-ce que vous êtes venue voir la Sofidep? Pas sur la société en question, parce qu'en fait, la Sofidep, dans le cadre du prêt à la relance entreprise, intervient aux côtés des banques, mais pour de nouveaux besoins. C'est-à-dire que la Sofidep, avec le PRE, pour faire simple, hein, le prêt relance entreprise, n'a pas vocation à rembourser des dettes passées. Donc on ne peut pas utiliser un PRE pour rembourser des arriérés CPS ou des arriérés d'impôts. Alors CPS... Je laisse passer aucune initiale sans qu'elle soit définie pour nos caisse téléspectateurs. De prévoyance sociale, la sécurité sociale locale en fait. Donc tout ce qui est assurance maladie, tout ce qui est en retard au niveau des échéances fiscales et sociales, tout ce qui est retard ou même au niveau des fournisseurs ou des échéances de prêts bancaires, ce n'est pas du ressort du PRE, ce n'est pas éligible. Par contre, si l'entreprise a besoin de renouveler ses stocks, qu'elle ne peut pas le faire avec la trésorerie courante et que ses banquiers traditionnels ne veulent pas l'accompagner, ou si elle a besoin de renouveler du matériel, à ce moment-là, ça rentre directement dans le cas d'intervention de la Sofidep au travers du PRE, qui est un prêt très intéressant parce que c'est du 5%, on peut aller jusqu'à 8 ans et c'est surtout sans garantie. Merci. Donc, l'idée, c'est effectivement, il faut que ça soit en conciliation ou en difficulté pour ne pas faire de concurrence aux banques. Et là, pour la société de M. Martinez-Sola, il avait déjà des stocks importants. Il avait du matériel important qui était sous-utilisé à cause de sa baisse d'activité. Donc, il n'était pas éligible à un prêt Sofidep. Très bien. Donc, comment ça a continué? Est-ce que ça s'est arrangé? Alors, en fait, pour ce qui est de l'utilisation du système de règlement à l'amiable, donc, en fait, ce que je m'étais limité à 20% de nos fournisseurs qui faisaient 80% de l'activité. Oui. Je n'avais pas pensé qu'il valait mieux en fait traiter la totalité des fournisseurs.
Parce que comme nous l'a expliqué le président Fauqueret, c'est que pendant cette période, si un fournisseur qui n'est pas concerné par cette conciliation, il peut toujours nous attaquer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme tous nos clients dans le secteur des travaux publics, bâtiments de travaux publics, avaient de moins en moins de boulot, donc toutes les créances devenaient de plus en plus douteuses. Et donc les impayés montaient en flèche. Et plus ça allait, plus il n'y avait plus de cash qui rentrait, quoi. Donc qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes retourné vers le tribunal de commerce? Et voilà, donc malheureusement, on est retourné pour dire bon, on ne passe plus, il faut passer à l'autre phase qui est moins rigolote. Monsieur le Président, décrivez-nous cette phase moins rigolote. Hélas, pour des motifs indépendants de sa volonté, monsieur le chef d'entreprise n'a pas pu aller jusqu'au bout du plan amiable qui avait été négocié. Donc il a fallu sortir un petit peu l'artillerie lourde. On a ouvert en faveur de l'entreprise de M. Martinez-Sola une procédure de redressement judiciaire. Alors là, l'intervention judiciaire est beaucoup plus massive, beaucoup plus lourde, mais la finalité est la même que le règlement amiable. La finalité, c'est de sauver l'entreprise et les emplois qui y sont attachés. Et donc, vous pouvez nous donner les grands axes de cette artillerie lourde? C'est que déjà, on met de l'ordre dans le désordre. C'est-à-dire qu'on met les créanciers en situation de ne plus pouvoir rien faire. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus agir contre l'entreprise. L'entreprise est mise sous cloche, en quelque sorte. On bloque les créances et on met l'entreprise en observation de sorte que pendant cette période, elle puisse nous prouver qu'elle est capable de se sortir de l'ornière dans laquelle elle était. Voilà l'idée. Avec, à l'issue de cette période d'observation, la possibilité de faire un plan de redressement sur une période qui peut aller jusqu'à 10 années. C'est-à-dire, en fait, on appure le passif de l'entreprise sur une période qui peut aller jusqu'à 10 années. Voilà. Très bien. Donc là, cette fois, c'est coercitif, voilà. C'est décisionnaire. Voilà. Et c'est vous qui faites c'est le tribunal de commerce qui prend cette décision au nom de l'ordre public commercial. Car on ne peut pas laisser un agent économique dériver à la merci de l'action de ses créanciers en raison de la théorie des dominos. Si une entreprise chute, hélas, elle risque d'emmener dans sa chute d'autres entreprises. Donc, au nom de l'ordre public commercial, le tribunal va dire, eh bien, la solution dans cette hypothèse, c'est tel et tel redressement ou liquidation judiciaire, parce que, hélas, les entreprises comme les êtres humains disparaissent et à un moment donné, il est peut-être aussi nécessaire de faire disparaître dans l'ordre certains agents économiques qui ne sont plus adaptés. Est-ce que c'est le tribunal en interne ou est-ce que vous faites là encore une nouvelle fois appel à des compétences externes? Alors là aussi, nous faisons appel à des compétences extérieures puisqu'il y a des mandataires judiciaires qui sont spécialisés en la matière. Il s'agit des administrateurs judiciaires et des liquidateurs judiciaires. Donc là, qu'est-ce que vous avez décidé concrètement? Pour l'instant, on n'a rien décidé. Comme je le disais tout à l'heure, le tribunal de commerce, dans le cadre du redressement judiciaire, espère sauver l'entreprise de M. Martinez-Sola. Voilà. Pour l'instant, celui-ci est en période d'observation. Ça se place, je crois, plutôt bien. Il ne crée pas de dettes nouvelles. Et nous espérons, à l'issue de cette période d'observation, que l'entreprise de M. Martinez-Sola aura la possibilité de proposer un plan de continuation de son entreprise. Donc à ce moment-là, tout le monde sera satisfait. Nous, parce que les choses au niveau de l'ordre public commercial rentreront dans l'ordre, et lui, parce qu'en tant que chef d'entreprise, il aura la fierté de dire on a fait tout ce qu'il fallait pour sauver notre entreprise. Voilà. Et donc vous mettez les dettes entre parenthèses et vous les rééchelonnez sur 10 ans. Voilà. En fait, l'outil essentiel qui est à notre disposition, c'est le passif, le rééchelonnement du passif. Voilà. Ce que je ne peux pas faire, c'est donner du travail au chef d'entreprise. Ça, c'est clair. Donc, notre seul outil, c'est le passif. Donc, mais on fait manger la chemise aux fournisseurs et aux banquiers. Ça, c'est très clair. Alors, comment est-ce qu'ils réagissent quand on leur fait manger la chemise? Est-ce que ça fait des effets dominos? Vous qui êtes la conciliatrice,
Comment ça se passe, des gens que vous avez déjà contactés et qui se retrouvent cette fois avec un ordonnancement coercitif? En fait, ils n'ont pas trop le choix. Donc là, en l'occurrence, le plan il a été respecté pendant 10 mois, mais la baisse du chiffre d'affaires a été supérieure à celle qui était prévue. Et effectivement, il y avait des gros clients, dizaines de millions, qui sont retrouvés même en difficulté, donc des impayés et un trou dans la trésorerie. Par contre, en phase de négociation, le banquier, comme la majorité des fournisseurs, préféreront être payés sur une courte période, y compris en faisant des abandons, qu'aller en redressement judiciaire sur 10 ans à taux zéro. Donc après, il s'agit de limiter la perte et la casse pour tout le monde. Et vous avez des possibilités d'intervention à ce niveau ou c'est trop tard? Alors, lorsque l'entreprise est en redressement judiciaire, chez nous, elle est déclassée, hein, donc on n'intervient pas. D'accord. Monsieur le chef d'entreprise, si c'était à refaire, maintenant que vous avez l'expérience, pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent, qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, je dirais qu'il faut mettre le paquet sur la conciliation. Pour vous, on commence la conciliation quand? Le plus tôt possible. Dès qu'on a les signes d'alerte, je dirais, dès que votre commissaire aux comptes vous a envoyé la deuxième alerte, il faut y aller tout de suite. Il faut pas. Alors pourquoi pas la première? Peut-être même la première. Mais des fois, la première, c'est... Comment dire? Qu'est-ce qui vous envoie comme alerte, généralement, la première fois, le commissaire aux comptes? Il dit, il semblerait que vous n'êtes pas capable d'honorer toute votre dette à temps. Donc, veuillez me dire ce que vous comptez faire pour que ça ne se reproduise plus. En gros, c'est ça. D'accord. Donc, en fait, c'est vraiment du prévisionnel. Voilà, et la deuxième? La deuxième, ça devient un peu plus méchant. Si vous continuez dans ce sens-là et que vous ne prenez pas des dispositions, je vais vous causer des problèmes. Je vais en référer au tribunal. Donc, pour vous, c'est vraiment à ce moment-là que vous pouvez être efficace Oui, le plus... évidemment. Hélas, la plupart des redressements judiciaires que nous ouvrons se terminent par des liquidations judiciaires. Et pourquoi? C'est parce que... Vous pouvez nous donner un pourcentage? Je pense que les redressements qui se terminent par des liquidations judiciaires sont supérieurs à 80%. Hein. Donc on a très peu de chances de sauver une entreprise en redressement judiciaire. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes saisis au tribunal de commerce, la situation est tellement obérée que malgré les mesures que l'on peut prendre, il est quasi impossible de sauver les entreprises. Cela d'autant plus qu'une entreprise en redressement judiciaire, évidemment, on fait de la publicité et elle va perdre des clients, elle va perdre la confiance de ses fournisseurs. Donc, il est probable que son chiffre d'affaires va chuter. Très bien. Conciliation, donc. Moi, je dis plutôt... Quel est le score? On avait un bon score en taux de réussite. J'avais plus de 85% de taux de réussite sur mes conciliations. Mais il y a les effets dominos qui viennent. Donc même si une société est en conciliation et que ses clients ont des difficultés, elle aura quand même derrière de nouveaux impayés qui risquent de remettre le plan en cause. Par contre, les sociétés qui n'ont pas de commissaire aux comptes parce qu'elles sont plus petites ou une entreprise individuelle, elles ont quand même des clignotants d'alerte quand elles ne peuvent plus faire face à leurs échéances fiscales, sociales, fournisseurs, et c'est là qu'il faut intervenir. D'accord. Alors, comme vous le voyez, des solutions existent. Si j'ai bien compris, dès qu'on a l'alerte, il faut y aller, il faut aller chercher l'aide qui peut être donnée, avec à la fois des gens qui peuvent éventuellement financer, un système qui va couvrir légalement l'opération, des gens qui vont concilier et, comme vous avez pu le constater, amis téléspectateurs, il y a des gens qui sont passés à travers ces gouttes, qui connaissent les difficultés comme vous et qui sont aujourd'hui toujours vivants et visiblement avec de l'espoir. Merci de votre attention. Merci à vous.